Gestion concertée des frontières entre la RDC et la République centrafricaine. François Bozizé, très intéressé, le chef de l'État centrafricain était dans les installations de la Direction générale des migrations à Kinshasa. Tous les détails dans ces journaux. 14e sommet de la francophonie, la page a été tournée dimanche par la déclaration de Kinshasa fixant les plus grandes priorités de la coopération multilatérale francophone pour les 2 prochaines années. Nous en reparlons également. 14e sommet de la francophonie toujours après l'événement, place au bilan. Le sommet de Kinshasa aura-t-il permis de résoudre le problème de sécurité dans l'est de la RDC? Élément de réponse dans les décryptages que nous ferons tout à l'heure. Ravi de vous retrouver, bienvenue à tous et merci de nous choisir pour vous informer. 14e sommet de la francophonie, vous le savez, la page a été tournée depuis dimanche et à l'issue de cette conférence qui a rassemblé plus de 20 chefs d'État et de gouvernement ayant en partage les Français, une déclaration commune a été adoptée, la déclaration de Kinshasa qui fixe les grandes priorités de la coopération multilatérale francophone pour les 2 prochaines années. Grâce Michel Moutonkole nous en dit plus. Une réussite, ce sommet qui a débouché sur une déclaration qui explicite le thème du sommet et ratifie un programme d'action en 4 volets: gouvernance démocratique et droits de l'homme, langue française, diversité culturelle et éducation, enjeux environnementaux et économiques et le rôle de l'Afrique dans la francophonie et la gouvernance mondiale. Pour les différents responsables politiques présents à ces assises, le monde doit faire face à la réduction de la pauvreté, à la lutte contre la faim et à la protection de la nature. Autant des défis à relever, la francophonie doit donc dans ces domaines se donner les moyens d'agir et devenir un acteur majeur des relations internationales. La francophonie doit également promouvoir la démocratie, le respect des droits de l'homme, la sécurité humaine, des engagements consignés dans la déclaration de Bamako et celle de Saint-Boniface. La grande famille francophone devra ainsi se concentrer sur ces chantiers de développement tout en étant solidaire, une solidarité qui a pour socle la langue française. Et l'Afrique qui a accueilli ce 14e sommet et où se joue l'avenir de la langue française et de la francophonie doit être l'épicentre de la nouvelle gouvernance voulue par les dirigeants francophones qui ont voté pour la création d'un espace interactif d'expertise pluridisciplinaire co-animé par la RDC. Et cela dans le but de donner un rôle de premier plan au continent africain au sein de la géopolitique mondiale. 14e sommet de la francophonie, toujours l'heure est peut-être déjà au bilan et l'une des questions qui s'impose, c'est celle de savoir si ce sommet aura permis de résoudre le problème de sécurité dans l'est de la RDC. C'était justement une des préoccupations majeures des chefs d'État et de gouvernement du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Regardez. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Kinshasa se sont dit préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils tiennent pour responsables les dirigeants des FDLR, du mouvement du 23 mars et de tous les autres groupes armés à qui ils demandent le dépôt des armes. Hormis la réserve émise par le Rwanda, les chefs d'État et de gouvernement appellent unanimement le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter des sanctions ciblées contre tous les responsables des exactions commises dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils soutiennent également l'importance que le gouvernement congolais s'emploie activement à poursuivre en justice les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans l'est du pays et combien la coopération internationale s'impose en la matière. Les pays représentés à Kinshasa le soutiennent en dehors du Rwanda, bien entendu. Le Rwanda accusé par la RDC et l'ONU de soutenir le M23, auteur de la terreur dans l'est du pays. Ces pays encouragent également l'OIF à soutenir les actions menées dans le sens de traduire les responsables d'exactions en justice. Il convient de rappeler que Bosco Ntaganda, chef du M23, est considéré comme protégé du Rwanda. Le Rwanda qui nie tout soutien au mouvement armé alors que Bosco Ntaganda est réclamé par la justice internationale. La CPI a en effet à 2 reprises émis en sa direction un mandat d'arrêt international. Faire d'une pierre 2 coups était également l'objectif du chef de l'État centrafricain en venant à Kinshasa et profitant de sa participation au 14e sommet de la francophonie. François Bozizé s'est aussi intéressé à la problématique de gestion des frontières entre son pays et la République démocratique du Congo, surtout du côté congolais. Voilà ce qu'il faut comprendre de sa descente dans les installations de la Direction générale des migrations dans la capitale congolaise Kinshasa. Un reportage de Jules Mamba.
La République démocratique du Congo partage ses frontières avec 9 autres pays de l'Afrique médiane. Gérer ces frontières reste très sensible et c'est pour éviter toute tension en promouvant une gestion concertée que le président de la République centrafricaine, François Bozizé, s'est rendu dans les installations de la Direction générale des migrations, DGM à Kinshasa. Une visite qui arrive après celle des différentes délégations centrafricaines. Pour l'accueillir, le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouyège, et le directeur général de la DGM, François Béa. Après les honneurs, la visite de bâtiment avant un huis clos avec les autorités congolaises. Après le tout, le président centrafricain n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son bonheur dans le livre d'or. Pour lui, les relations bilatérales entre son pays et la République démocratique du Congo ont encore de beaux jours. Les relations sud-sud sont beaucoup plus efficaces que les relations avec les puissances extérieures. Et avec le Congo, nous n'avons pas de problème. Donc l'affaire fait son chemin et beaucoup de choses vont se réaliser avec le temps. Comme la majorité des chefs d'État et de gouvernement qui ont effectué comme lui le déplacement de Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie, François Bozizé n'a pas manqué de condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Le pays a connu beaucoup de soubresauts et la plupart de ces soubresauts sont provoqués par des personnes venues de l'extérieur. Et le directeur général de l'immigration ici présent m'a rendu visite à Bangui et nous en avons parlé. En effet, la RDC et des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, mais c'est un autre groupe armé ougandais, la LRA notamment, qui constitue un problème transfrontalier majeur entre la RDC et la RCA, ainsi que d'autres pays de la région. Et les deux pays cités sont déterminés à travailler de concert dans le domaine de la gestion des flux migratoires. Au sommet de la francophonie à Kinshasa, la première dame présente était également active. Olive Lembe-Kabila, la première dame de la RDC, a rassemblé ses consoeurs du Gabon, du Burundi et du Cameroun, ainsi que les femmes de toutes les couches sociales de la RDC. De là, elle a remis des diplômes de mérite aux femmes commerçantes de 24 communes de Kinshasa. Regardez. Les dîners se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément. Celui-ci, offert par Marie-Olive Lembe-Kabila aux premières dames des pays venus participer au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, est tout à fait particulier. La francophonie, au-delà des débats et autres échanges politiques, a offert l'opportunité d'une rencontre féminin au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. En face de la table d'honneur où étaient installées les premières dames, les femmes de toutes les conditions et de toutes les couches de la société. Dans une chaleur féminine, l'œuvre sociale de Marie-Olive Lembe-Kabila en République démocratique du Congo a été projetée dans la salle. Les images les plus illustratives qui ont captivé l'assistance. Olive en était aussi émue, en même temps que ses sœurs premières dames du Gabon, du Burundi et du Cameroun. Le temps fort de la cérémonie a été la remise des diplômes de mérite femmes d'exception de la francophonie. Les lauréates étaient ces femmes sélectionnées et invitées personnellement par Madame Marie-Olive Lembe-Kabila selon un critère bien précis. La particularité, c'est que toutes exercent une activité dans des conditions difficiles pour maintenir l'équilibre des familles. Une joie pour ces lauréates qui reçoivent des mains des premières dames leur diplôme. Marie-Olive Lembe-Kabila n'en est pas restée là. Elle a fait accompagner les diplômes d'une prime d'encouragement pour leurs affaires. Et puis ils sont vraiment la première classe, la first class. À honorer biso papa. Une photo de famille avec les premières dames a immortalisé ces moments importants. C'est un pari gagné pour la première dame de la République démocratique du Congo dans le cadre de la tenue des assises du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa.
La visite des stands à l'Académie des Beaux-Arts va clôturer la journée d'activité des premières dames de la zone francophone. Et juste après, la première dame de la RDC a procédé au lancement de la campagne contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Thème de la campagne, une génération sans sida dans la francophonie et empêcher les nouvelles infections à VIH chez les enfants et à maintenir leur mère en vie. L'épouse du président congolais, ensemble avec le ministre de la Santé publique et ses partenaires, ont indiqué que d'ici 2015, il faut atteindre les niveaux du 000. Suivez. Pour une génération sans sida dans la francophonie, empêcher les nouvelles infections à VIH chez les enfants et maintenir leur mère en vie, oui, c'est possible dans les pays francophones. Voici le thème qui a mobilisé la première dame de la RDC pour procéder le dimanche 14 octobre au lancement de cette campagne contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant et Olbeck Malaria. Les intervenants de l'OMS, l'ONU-SIDA, le PNMLS et le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, ont dressé un tableau sombre des décès causés par les deux pandémies en RDC. 180 000 cas de décès dus au paludisme sont enregistrés et la transmission du VIH de la mère à l'enfant est devenue un problème de santé publique dans le monde et en Afrique subsaharienne, ont affirmé les orateurs dans leurs allocutions. Tous ont indiqué que d'ici 2015, il faut atteindre le niveau du 000. 0 nouvelles infections, 0 décès et 0 stigmatisation. Un engagement pris également par l'épouse du chef de l'État dans un discours des cœurs dit par une mère. La malaria est souvent causée par les piqûres de moustiques. Mais si l'on ne sait pas assainir son environnement, où l'on évolue, où on passe sa vie quotidienne, ça serait paradoxal de penser que l'aide qui nous vient d'ailleurs va pour autant nous donner la solution définitive à ce fléau. Des intrants reçus du ministre de la Santé seront remis par Mme Marie-Olive Lembe Kabila au médecin directeur de la clinique Ngaliema. Le docteur Chamala va ensuite guider une visite des installations de sa formation médicale. La visite va concerner les circuits de lutte contre les deux pandémies. À la salle de consultation prénatale, l'on découvre le lieu de confidentialité et l'accueil de mères enceintes. C'est ici que la mère reçoit les premiers conseils pour la protection de son bébé. Au laboratoire, la clinique Ngaliema présente à la première dame son nouveau matériel de test rapide de la malaria. Marie-Olive Lembe Kabila tente l'expérience. En 10 minutes seulement, l'on peut détecter la malaria dans le sang. L'autre matériel est celui du dépistage rapide aussi du sida. À la maternité, l'on passe par l'échographie et la salle d'accouchement où l'épouse du chef de l'État reçoit des informations sur les précautions prises à chaque naissance pour protéger l'enfant né d'une mère séropositive. C'est à la pédiatrie où Marie-Olive Lembe Kabila, fleurie par le tout petit à l'entrée de la salle d'hospitalisation, va clôturer cette visite. Ce n'était pas une annonce vague du gouvernement de la RDC. La paye par voie bancaire des militaires et policiers a été effective depuis le 15 octobre dernier à Kinshasa. Pour accompagner les opérations, des guichets mobiles de certaines banques ont été installés dans le bureau et camp militaire. Un pari réussi pour l'équipe Matatampogno, constat d'Alain Lino Mamba qui était sur terrain. Suivez. Elle a bel et bien débuté ce 15 octobre, cette paye par voie bancaire des militaires et policiers congolais. Dans cette première phase qui se veut expérimentale et destinée aux officiers et sous-officiers de la ville de Kinshasa. Un grand défi relevé par le gouvernement, mais pas encore par ces banques qui indiquent maîtriser la situation avec un service de qualité sous une sécurité assurée par l'armée et la police elle-même. Toutes les dispositions ont été prises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Nous avons commencé le déploiement depuis la semaine dernière et là nous sommes en train de voir les derniers ajustements. Tout devrait bien se passer. Nous sommes sécurisés par la police militaire, nos bureaux se trouvent à proximité des officiers, donc nous avons confiance en l'armée. Côté bénéficiaire, on parle d'opérations simples et faciles avec grande satisfaction. Je suis tellement réjoui et satisfait pour ce geste que vient de poser notre gouvernement à notre endroit. L'opération est si facile, c'est un sentiment de satisfaction.
Toujours à Kinshasa, plus loin de là, au commissariat général de la police nationale congolaise, c'est la même chose et ce, toujours avec grande satisfaction. Le comité de pilotage de la paix rassure. Il y a une décision complémentaire, c'est de commencer maintenant à payer les agents et fonctionnaires de l'État, l'armée et la police y comprise, à partir de le 15, donc le 15 de chaque mois. Et aujourd'hui, nous sommes le 15, nous avons commencé la paie de tous les agents de l'État, y compris l'armée et la police. Après Kinshasa, l'opération se poursuivra à travers les autres provinces du pays d'ici à décembre prochain. Et puis en sport, phase finale de la CAN Afrique du Sud 2013, 6 nations vont renouer avec la compétition lors de cette 29e édition. Si la RDC retrouve cette phase finale après 3 absences cumulées, le Cap-Vert, lui, en sera à sa première participation. Les Cap-Vert et la RDC, justement, sont logés dans le chapeau 4 du tirage de groupe avec le Togo et l'Éthiopie et ne pourront se retrouver dans le même groupe. Analyse de la situation avec Valdo Simoyamba. Hormis l'Afrique du Sud, pays hôte de la CAN 2013 et qui a bénéficié de ces statuts afin de retrouver les chemins de la CAN, 15 autres nations ont validé le week-end dernier leur billet à cette 29e édition, parmi lesquelles 5 ont signé leur retour. Les Cap-Verts tombèrent du Cameroun 2-0 au match aller, battu 1-2 au match retour. En sera sa première participation. De ces 5 nations qui renouent avec la CAN, la RDC en fait partie, quoique battue 2-1 en Guinée équatoriale au match retour, les 4-0 du match aller ayant assuré le nécessaire. Claude Leroy a réussi à relever les paris, là où Patrice Neveu et Robert Nouzaré avaient échoué. Les techniciens français et les Léopards retrouvent la CAN comme pour parfaire d'abord les travaux de 2006 en Égypte afin d'atteindre l'objectif majeur, celui du retour en Coupe du Monde de la RDC 40 ans après sa première participation. Vous savez que l'objectif prioritaire, en tout cas qui me guidera tous les jours, c'est de fêter le 40e anniversaire du Zaïre à l'époque qualifié en 1974. 40 ans après, 2014, ça tombe bien et il ne faut pas que ce soit un rêve, il faut véritablement que tout soit fait pour que la RDC soit présente sur le sol brésilien pour la prochaine Coupe du Monde. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est l'objectif. Parmi les revenants en phase finale de la CAN, l'on note également l'Algérie, le Nigeria, le Togo et l'Éthiopie. Notons également la première participation du Cap-Vert. Les 3 derniers sont logés dans les chapeaux 4 comme la RDC et ne pourront se retrouver dans les mêmes groupes lors du tirage au sort prévu le 24 octobre à Durban. Sans surprise, l'Afrique du Sud, pays hôte, la Zambie, vainqueur de la dernière édition, la Côte d'Ivoire, finaliste malheureux, et le Ghana seront les têtes d'affiche de chaque groupe. Et parmi les supporters de Léopard à cette CAN en Afrique du Sud, il va aussi falloir compter sur l'entreprise Tigo. L'opérateur de téléphonie mobile également implanté à RDC tient à bien accompagner la RDC pour son retour aux affaires. Premier geste, la retransmission en direct à Kinshasa du dernier match de qualification entre la Guinée équatoriale et la RDC à Malabo. Arrête Matondo. 2 grands événements ont marqué la RDC le dimanche 14 octobre dernier. À cette date précise, les Congolais retiendront, en plus de la clôture du 14e sommet de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa, la qualification des Léopards face aux Alangues de la Guinée équatoriale. Cette rencontre qui s'est jouée pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013 prévue en Afrique du Sud. C'est dans ce cadre que l'entreprise de communication Tigo a organisé un grand concert au terrain municipal de Bandalungwa avec l'artiste musicien de renom J.B. Piana alias Papa Chéri. Avant la prestation de l'artiste, la rencontre Guinée équatoriale RDC était retransmise en direct sur écran géant afin de permettre aux amoureux du sport roi de suivre cette rencontre capitale pour la RDC. Après la retransmission de la rencontre, J.B. Piana et son groupe ont permis à tous les Quinois présents au lieu de festoyer cette qualification tant attendue par le peuple. À travers ce concert, Tigo a prouvé une fois de plus qu'il reste auprès de la population congolaise. Et dans les mois qui suivent, Tigo compte accompagner les Léopards dans d'autres grands événements. Et voilà tout pour ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Juste après, c'est la revue de presse. Restez branchés, ne quittez pas.
Télé 50, plus proche de vous. Télé 50 en connexion avec vous. Facebook, YouTube, Twitter, communiquer, échanger, dialoguer. Nous sommes là, disponibles et en symbiose avec vous. Retour sur ce plateau pour la revue de presse dans une sélection et présentation signée Charlotte Ibobois. Bienvenue Charlotte. Merci Freddy. Alors ouvrons cette revue de presse avec les 14e sommets de la francophonie qui continue de faire la une de journaux parus à Kinshasa. Et l'objectif écrit, succès, réussite, ce sont là les maîtres mots entendus dimanche 14 octobre au Palais du Peuple par les principaux intervenants à la conférence de presse qui a sanctionné la fin des travaux du 14e sommet de la francophonie tenu du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Franc succès tant sur le plan organisationnel que de la parfaite osmose entre l'équipe de travail du Comité national d'organisation et celle de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'avenir, le succès revient aussi à la police nationale et aux différents services de sécurité qui ont assuré la protection des chefs d'État ainsi que les présidents des différentes délégations et ont participé à ce sommet. À l'avenir, de mentionner qu'aucun dégât sécuritaire majeur n'a été constaté ni par les invités de marque de la RDC ni par les Congolais eux-mêmes. De concert avec la police et tous les services de sécurité réunis, ils ont, conformément à la Constitution, sécurisé la population, leurs biens ainsi que tous les invités de marque. Dans la même optique, Forum des As estime que Kinshasa doit capitaliser l'après-sommet. Ainsi, il appartient donc aux Congolais de passer à la vitesse supérieure pour traduire en acte la volonté exprimée par l'ensemble des pays francophones lors du sommet de Kinshasa. Capitaliser l'après-sommet de Kinshasa, c'est également mieux vendre l'image de la RDC à l'international. Et pour ce faire, conclut le journal, Joseph Kabila a besoin d'une véritable équipe de choc. Eh bien, poursuivons avec cet article. Barack Obama et Mitt Romney se retrouvent pour le second débat de la présidentielle américaine. L'Express.fr note que c'est l'occasion pour le président sortant de rattraper sa mauvaise prestation précédente ou pour Romney de confirmer sa percée dans l'opinion. À 3 semaines de l'élection du 6 novembre, le républicain et le président démocrate en fin de mandat restent pour le moment au coude à coude dans la course à la Maison-Blanche. Barack Obama demeure ainsi en tête au niveau national avec 49% d'intention de vote contre 46% à son rival. Fini le Barack Obama poli et passif, souligne le Figaro. Son équipe promet de l'agressivité de la part du président sortant au débat de Long Island. Il sera agressif dans sa manière de défendre sa vision de l'avenir du pays, a prévenu son stratège. Particularité de ces débats, Freddy, il ne s'agira pas d'une confrontation à deux, mais d'une vingtaine de questions-réponses du public orchestrées par une modératrice de CNN. Dans ce genre d'exercice, renchérit le site, Barack Obama bénéficie d'un avantage dans ces domaines. Élection présidentielle, toujours Freddy, Melty.fr révèle que le candidat démocrate a un avantage indéniable. Il a su s'entourer des stars le plus glamour du moment, notamment Beyoncé, Eva Longoria, Jennifer Lopez. En revanche, les supporters de Mitt Romney le contrarient, plus qu'il ne l'aide pas à gagner des points. Mais vraiment, un débat à suivre. Vraiment, Charlotte, on va finir comme d'habitude par l'insolite. Elle découvre que son défunt mari était son père. Oui, c'est à lire malheureusement sur 7sur7.be. La sexagénaire américaine explique que son cauchemar a commencé alors qu'elle n'avait que 9 ans. À l'époque, elle a appris que ceux qu'elle considérait comme ses parents étaient en fait ses grands-parents. On lui explique alors que sa mère était une prostituée et qu'on ignore l'identité de son papa. Mais en réalité, Christine, sa mère biologique, venait régulièrement lui rendre visite. Valérie pensait alors que c'était une amie de la famille. Des années plus tard, Valérie rencontre Percy, un chauffeur de camion qu'elle épouse peu après. Le couple aura 3 enfants tout au long de leur union. Percy décède. 6 ans plus tard, un oncle lui révèle que son mari était en fait son père. Des propos confirmés par un test ADN. Pour Valérie, c'est le choc
choc le plus total, d'autant que la sexagénaire apprend qu'ils étaient très nombreux à le savoir, soit la moitié de sa ville. On a le droit de se poser la question, où va le monde? Oh, c'est triste, Freddy. Fin de votre revue de presse, Charlotte Iboba. Merci beaucoup. Je vous en prie. Fin de la revue de presse. Retrouvez un nouveau journal dans moins d'une heure. Bonne suite des programmes sur Télé 50. À très bientôt.